Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO. Bonjour Annie. Bonjour. Merci d'être là, ça fait plaisir. Merci de m'avoir invitée. On va parler généalogie. Oui. Je vais vous demander de vous présenter. Alors, je suis Annie Wattier, généalogiste depuis 2007. J'ai ouvert mon cabinet d'abord à Saint-Amand-les-Eaux, maintenant à Cambrai. La généalogie, c'est une passion depuis que je suis adolescente. On va en parler. Est-ce qu'on peut rappeler la définition de la généalogie ? Alors, la généalogie, c'est la science qui a pour objet l'étude des filiations, la recherche des filiations. Pour cela, on utilise différentes archives, dont l'état civil, dont les recensements, les fiches matricules, enfin différentes choses. On aura l'occasion de développer. Voilà. Et dites-moi, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Alors, quand j'étais adolescente, j'ai eu besoin de retrouver ma famille, de savoir un peu d'où je venais, quelles étaient les origines. Donc, j'ai commencé en allant aux archives, en cherchant, et puis je me suis de plus en plus intéressée, et j'ai vu que c'était un métier, et puis j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc, vous avez fait votre propre recherche, en fait. Voilà. Alors, au niveau de la généalogie, comment on constitue une recherche ? Comment ça se passe ? En premier, on commence avec un nom, un prénom, une date et un lieu, que ce soit naissance, mariage. Et puis, dans les actes, en fait, quand on lit les actes, il y a des renseignements qui sont importants, le nom des parents, leur lieu de naissance, leur année de naissance, leur âge. Et à partir de là, on remonte dans les archives avec ces différents renseignements. Et on retrouve les autres actes, naissance, mariage, décès, et on remonte comme ça la généalogie. Donc, vous vous servez de quelle archive, de quel document ? En premier, toujours l'état civil. Acte de naissance, mariage, décès. C'est la base de la recherche, elle est à partir de là. Alors, pour travailler sur une recherche généalogique, est-ce que vous travaillez en partenariat avec d'autres corps de métier ? Comme des notaires Tout à fait, voilà. Alors, moi, je fais Alors, dans la généalogie, il y a plusieurs branches, Oui, on va en parler. Oui, allez-y, alors, je vous en prie. Il y a la généalogie familiale, c'est-à-dire qu'on remonte dans les archives, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. On fait l'arbre généalogique traditionnel, comme beaucoup de personnes connaissent. Ça, c'est surtout les particuliers. Il y a aussi la recherche, la généalogie successorale. Donc là, on recherche plus des héritiers, des personnes vivantes. On travaille en collaboration avec les notaires, les avocats. Il y a la généalogie foncière. Là, c'est plus rechercher l'origine d'une propriété ou les descendants des propriétaires quand il y a une maison abandonnée ou des choses comme ça. Et quand vous faites une généalogie successorale, donc vous recherchez des héritiers, et ça peut vous amener où en fait Alors, ça peut cette recherche ? Alors en France, on hérite jusqu'au 6e degré. C'est-à-dire qu'en général, on recherche d'abord si la personne défunte a eu des enfants, c'est le premier ordre. Et puis après, on recherche s'il n'y a pas d'enfants, on recherche s'il y a des frères et sœurs. Et s'il n'y a pas de frères et sœurs, on recherche les oncles, tantes, cousins, cousines. Et donc, on peut aller jusqu'au 6e degré, c'est-à-dire qu'en général, on remonte jusqu'aux frères et sœurs des grands-parents et on redescend toutes les branches. C'est un vrai travail d'enquêteur, en fait. C'est ça, c'est ça. Et quand vous faites vos recherches successorales, est-ce que ça vous est arrivé donc de mettre en relation des gens qui ne se sont pas vus depuis longtemps, en fait ? Oui, exactement. Comment ça se passe ? Alors, c'est aussi ce qui me plaît dans ce métier, bien sûr, c'est le côté humain, parce que justement, on a l'occasion. Moi, j'ai eu l'occasion de faire retrouver par exemple, si je vous parle d'une histoire, c'était le défunt, c'était un monsieur, et il était en fait l'enfant du papa en fait du monsieur. C'était des demi-frères et sœurs en fait qui se connaissaient. Alors ils savaient, les demi-sœurs savaient qu'il existait, mais ils l'avaient jamais vu. Et en fait ils ont découvert sa vie au moment où je leur ai annoncé le décès. Et puis ils ont découvert qui c'était quoi. Ils sont rentrés dans son appartement parce qu'après il fallait gérer la gestion de l'appartement et tout ça, ils ont découvert des photos, enfin c'était quand même très émouvant. Oui, ça doit être émouvant, et parfois il y a des personnes qui peuvent être touchées, ça peut parfois même créer peut-être un traumatisme, je sais pas. Oui, ça peut, c'est surtout, alors de plus en plus, par exemple, on a des dossiers où on
on apprend aux personnes qu'il y a un des parents qui est décédé, quoi. Parce qu'il y a eu dans des divorces, des choses, des enfants qui n'ont pas grandi avec le père ou la mère et qui découvrent au moment du décès. Et c'est le généalogiste, des fois, qui l'apprend. Ouais. Donc, pour que vous puissiez annoncer à ces personnes-là certaines informations, il faut quand même avoir du tact, enfin, il faut savoir s'y prendre. Ça ne doit pas être toujours facile, je pense. Non, c'est pas toujours facile, puis ça dépend de la personne qui est en face et comment elle le reçoit, c'est vrai. Alors moi je suis toujours dans la bienveillance et puis dans l'humain, quoi, je veux dire. Donc j'ai quand même en face de moi des personnes qui sont des fois fragiles parce que il y a des fractures dans les familles et donc oui, on fait preuve de bienveillance et puis de douceur et puis de. Jusqu'où ces recherches vous ont-elles emmené ? Jusqu'où, c'est-à-dire je sais pas, peut-être vous travaillez qu'en France en dehors oui. Alors, moi je travaille en France, en Belgique, les Pays-Bas. D'accord. Et puis, dans le Nord, on a quand même aussi on a eu beaucoup de personnes d'Italie, de Pologne, qui sont venues travailler. Donc, il y a parfois des familles, on doit les rechercher. Donc, ça peut vous emmener loin. Donc, on disait, les personnes, elles peuvent être bouleversées parfois par certaines rencontres. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà refusé de rencontrer des personnes ? Ah oui, tout à fait. Oui, ça existe. D'accord. Oui. Il y a des personnes qui ne veulent pas entendre parler de la famille, qui refusent même la succession, qui ne veulent pas. Non, c'est là où on se rend compte que les personnes sont touchées et puis elles n'osent pas affronter c'est ça, elles restent dans quelque chose de négatif et elles veulent surtout pas. Et pour vous, durant votre carrière, quelle a été l'histoire la plus incroyable qui vous est arrivée ? Je crois que toutes les histoires sont un peu incroyables. Elles ont toutes leur... oui, je crois que tout est... Il n'y a pas vraiment d'histoire qui est... Enfin, j'ai pas vraiment toutes les histoires sont incroyables parce que toutes les histoires sont différentes et qu'on a affaire à des personnes et à de la recherche qui est plus ou moins facile, plus ou moins tactique. Enfin, des fois, il faut chercher, des fois, on est bloqué... Voilà, donc, c'est un travail de fourmi, en fait. C'est un travail de fourmi, c'est un travail d'enquêteur. Oui. C'est ça. Faut aimer chercher, oui. Combien y a-t-il de généalogistes en France ? Alors, on est, si je ne me trompe pas, on est à peu près 1000 généalogistes en France. Moi, je fais partie... Alors, mon cabinet fait partie de la Chambre des généalogistes professionnels, qui elle-même fait partie de Généalogistes de France, qui chapeaute un peu il y a 6 syndicats professionnels, et donc Généalogistes de France... regroupe tous les 95% de la profession adhèrent à Généalogistes de France, qui est quand même une garantie pour avoir affaire à des généalogistes qui sont contrôlés, qui sont formés. Il y a des généalogistes dans tous les départements. Si quelqu'un veut faire sa généalogie, est-ce que dans chaque département, dans chaque région, il peut trouver un généalogiste ? Alors si, mais il n'y a pas dans chaque département. Des fois, faut aller un peu chercher. Mais par exemple, sur Généalogistes de France ou sur les chambres de généalogistes, quand on tape chambre de généalogistes professionnels, on a un annuaire de personnes de généalogistes qui peuvent qui travaillent. En général, un généalogiste ne travaille pas sur un département, on travaille sur une région. D'accord. Alors, il y a des particuliers qui font parfois leur généalogie eux-mêmes. Est-ce que, quand ils sont un peu bloqués, ils se retournent vers vous, en fait ? Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. C'est un métier, j'ai envie de dire. Parce que le souci, c'est que en général, au début, quand on s'intéresse, on est curieux, ça va assez vite, et puis il arrive des moments où on est bloqué. Quand par exemple, il peut y avoir une personne qui a un seul, comment ça peut être un enfant qui est né avec une seule mère, ou un seul, donc là c'est bloqué. Quand par exemple les personnes ont déménagé, ont bougé, on les retrouve plus. Il y a des techniques pour. C'est vrai qu'en tant que généalogiste professionnel, on sait où aller chercher l'information. On dit aussi que la généalogie est un outil de développement personnel. Et même un loisir, peut-être. Ah, tout à fait, oui, c'est vrai que ça peut être un outil de développement personnel dans le sens où ça permet d'en apprendre sur soi, sur sa famille, ça permet d'aller rencontrer les personnes, en discuter. Donc ça peut ouvrir et puis permettre de différentes choses, quoi. Oui. Et au niveau vous avez écrit au niveau de la généalogie un livret.
Un livret de généalogie ou généalogiste, qu'est-ce que c'est? Alors je propose des livrets généalogiques, c'est-à-dire que je fais la généalogie de la personne sur plusieurs générations, sur plusieurs branches, enfin, tout dépend de ce que la personne désire. Et puis je regroupe tout ça dans un livret généalogique, j'ajoute des recensements, des fiches matricules, des photos personnelles, ce qui permet et je propose ça sur relié, quoi, si vous voulez, et ça peut, c'est en cadeau ça souvent. Oui, c'est une bonne idée de cadeau en fait. Oui, c'est ça, les personnes se regroupent pour offrir ça, pour des noces, c'est original. Oui. Ça permet d'avoir dans un livret toute l'histoire de la famille, quelque chose de vivant et de ludique en fait. Et Jean, je voulais savoir, pour les personnes qui changent de nom par exemple, comment ça marche? Est-ce que la recherche est plus compliquée? Alors, il faut savoir que... une adoption Alors, il faut savoir que quand on change de nom, enfin, quand il y a un changement de nom, il y a toujours une mention en marge de l'acte de naissance. Donc, on sait si la personne a changé de nom. Pour une adoption, par exemple, si c'est une adoption plénière, là, il va y avoir une rupture avec la famille de naissance, la famille biologique. Donc, on ne pourra pas faire la généalogie de la famille biologique, c'est pas possible. Ce sera que la famille adoptive, en fait. Donc, si après, il y a des personnes, là, j'ai encore quelqu'un qui m'a contacté là, dernièrement, par exemple, qui veut changer de nom, qui veut reprendre le nom de son arrière-grand-mère, qui est un nom qui est en train de s'éteindre. Donc ça, on appelle ça un relèvement de nom. Ça, c'est possible de faire des recherches aussi pour pouvoir représenter le dossier au tribunal. Mais du coup, la filiation, elle est un peu plus compliquée pour les recherches quand on change. Parce qu'il y en a, ils n'aiment pas leur nom, par exemple, ils veulent changer parce qu'ils n'aiment pas leur nom. Du coup, après, la filiation, elle devient un peu compliquée. Ça devient, oui, et c'est aussi le souci maintenant avec les naissances où on peut mettre on peut mettre plusieurs noms, le nom de la mère, le nom du père, le nom de... Et donc, oui, ça devient, ça devient un peu plus... Oui, et en mettant le nom du père et de la mère, du coup, c'est plus facile à faire des recherches, en fait. On peut retrouver plus facilement. Il faut que... c'est plus facile dans le sens où, de toute façon, oui, il y a le nom des parents directement. Mais après, il faut que... En général, quand c'est comme ça, tous les enfants ont le même nom pour qu'on puisse... Toute la fratrie a le même nom. Donc, mais c'est vrai que ça fait partie des nouvelles lois. Et combien de temps vous mettez, par exemple, pour faire un arbre généalogique ? Alors ça c'est toujours la question un peu compliquée, dans le sens où tout dépend justement si la famille a beaucoup bougé, ou si la famille est restée dans le même village. On comprend bien que si elle est restée dans le même village, c'est plus rapide que si elle a bougé dans toute la France. Donc c'est toujours un peu difficile. On va dire que en règle générale, pour monter, si on remonte un arbre à plusieurs générations, on met quand même un mois, 2 mois, tout dépend de la recherche en fait. Et pour les recherches successorales, c'est pareil. Alors là, ça peut être, c'est pareil, ça peut être rapide, comme ça peut être très très compliqué. Oui, c'est difficile de donner du temps parce que tout dépend de la recherche. Oui, d'évaluer en fait. C'est ça. Parlez-nous des carnets ouverts. Alors les carnets ouverts. Alors ça c'est quelque chose. Alors ça, c'est ma façon à moi de mettre ma petite touche de personnelle dans mon travail. C'est-à-dire que, comme j'aime écrire, j'ai un peu raconté mes recherches, quelques recherches. J'ai raconté un peu, d'une façon un peu poétique, pour que ça donne envie aux personnes de s'approprier peut-être leurs recherches aussi, ou d'écrire aussi leur histoire. Je trouve que c'est important de mettre des mots sur une histoire familiale. Vous travaillez toute seule, Annie, ou on vous êtes aidée par des collaborateurs ou... Alors là, je viens de prendre quelqu'un à mi-temps pour mon cabinet, pour travailler surtout sur la recherche successorale, parce que c'est la recherche que je développe de plus en plus, travailler avec les notaires et les avocats. Oui. C'est passionnant ce que vous nous racontez. Après, le temps passe vite. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Annie ? Sur votre métier, c'est votre passion en même temps. Oui, c'est ma passion, c'est mon métier, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'ai la chance de faire un métier passion, comme on dit maintenant. Et il y a beaucoup de personnes qui me contactent justement pour savoir comment on peut devenir généalogiste, comment on peut travailler dans cette branche. Et c'est quoi les études pour être généalogiste ? Alors, il n'y a pas d'études vraiment, il n'y a pas de diplôme, la profession n'est pas réglementée, donc tout le monde peut s'installer généalogiste, en sachant que c'est quand même, c'est une entreprise, c'est une création d'entreprise, il faut quand même développer, gérer
c'est comme une entreprise, de toute façon. Et donc, il n'y a pas de diplôme vraiment. Par contre, il y a ce qu'on appelle des diplômes universitaires qui sont en complément d'une licence ou d'un doctorat, quelque chose comme ça, qui permettent d'apprendre à la recherche. Mais de toute façon, la recherche généalogique, il faut faire, quoi. On ne l'apprend pas dans les livres. Oui, ça s'apprend pas. Il y a même une formation non plus. Il y a des gens qui peuvent venir vous voir en disant, voilà, je vais vous donner une petite formation. Comment vous fonctionnez, comment vous faites vos recherches. Alors moi, j'ai à cœur de prendre des stagiaires. Je prends des stagiaires, des élèves de 3e, par exemple, qui viennent de découvrir le métier. J'en ai eu plusieurs. C'est toujours intéressant, je trouve, de prendre des jeunes comme ça. Et après, je prends aussi des stagiaires qui font justement le diplôme universitaire. C'est un diplôme universitaire qui se fait en ligne, à distance, donc on peut le faire de où on veut. Et puis on vient faire un stage justement de un mois et demi pour justement apprendre vraiment le métier concrètement, quoi. Donc, et c'est quel diplôme qu'il faut ? Alors, en général, pour faire, par exemple, la recherche successorale, il faut un diplôme de droit. Donc, au moins avoir une licence de droit, ou alors une licence d'histoire. Et puis après, on apprend la technique, je dirais, de la recherche. Et puis, voilà, on est aussi... Les gros cabinets de généalogie forment eux-mêmes leurs salariés. Oui, parce qu'il y a quand même une technique, oui, malgré tout. Bien sûr, on ne peut pas tout dévoiler, tous les secrets non plus. non. Mais bien sûr, il y a de la technique et il y a aussi une logique, quoi. On ne recherche pas n'importe comment. On part dans un certain sens et on fait... Moi, je dis toujours, on part du connu vers l'inconnu. Voilà. Mais il faut toujours partir de ce qu'on connaît, c'est-à-dire on part d'un acte concret, un acte de décès, un acte de naissance, puis on va vers l'inconnu, mais on va toujours on part toujours du connu, quoi. Je pense qu'à la fin, il y a une certaine satisfaction, en fait, une fois que vous avez fini vos recherches, soit généalogiques ou alors successorales aussi. Exactement, oui, bien sûr, parce que quand on a fini une recherche familiale, qu'on la donne au client, qu'on voit sa satisfaction quand il ouvre, par exemple, le livret, qu'il regarde, qu'il voit les photos, et qu'on voit son œil qui pétille, on sait qu'on a fait le travail comme il faut, on est content. Et puis, quand c'est une recherche d'héritiers, que on a retrouvé les héritiers, que le notaire, la succession se règle, est terminée, que les héritiers ont eu leur part, oui, on est content de terminer le dossier, oui, bien sûr, et c'est satisfaisant. Merci Annie. Si vous avez quelque chose d'autre à rajouter, n'hésitez pas. Non, mais je vous remercie beaucoup. Merci de nous avoir éclairé sur ce métier de généalogiste. Voilà, puis s'il y a des jeunes qui veulent faire des formations ou des stages, ils peuvent venir vous voir. Tout à fait. Merci. Merci à vous Annie. On marque une petite pause. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.